Tu ressembles à un garçon. 5 mots simples. 5 mots qui sont sortis de la bouche de ma propre mère alors que je luttais contre le cancer. 5 mots qui m'ont fait me demander si l'amour d'une mère est vraiment inconditionnel. Je m'appelle Lorraine, j'ai 42 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai dû choisir entre ma dignité et ma propre mère. J'ai toujours eu une relation compliquée avec Eleanor, ma mère âgée de 76 ans. C'est le genre de femme qui a grandi à une époque où l'apparence féminine était sacrée, où les cheveux longs et les robes étaient la seule façon acceptable pour une femme de se présenter au monde. J'ai toujours essayé de comprendre cette mentalité. Après tout, il s'agit de générations différentes, de valeurs différentes. Mais il y a des limites qu'aucune excuse générationnelle ne peut justifier lorsqu'elles sont franchies. Il y a 2 ans, j'ai reçu le diagnostic que personne ne veut entendre. Le cancer. À lui seul, ce mot a un poids étouffant. Je me souviens d'avoir été assise dans le cabinet médical, tenant la main de mon mari Marc, pendant que le médecin m'expliquait les cellules malignes, les stades de la maladie et les protocoles de traitement. Mais je ne pensais qu'à mon fils, Tyler, qui n'avait que 6 ans à l'époque. Serais-je en vie pour le voir grandir? La chimiothérapie a commencé 2 semaines plus tard. Rien ne vous prépare à cela. La sensation du poison curatif qui pénètre dans votre corps, les nausées constantes, la fatigue écrasante qui fait que même respirer ressemble à un effort surhumain. Et puis l'inévitable s'est produit. Mes cheveux, qui avaient toujours fait ma fierté, ont commencé à tomber par mèches entières sur l'oreiller, sur le sol de la salle de bain, entre mes doigts pendant la douche. Marc, mon mari, avait toujours été mon roc. Le jour où j'ai décidé de tout raser, il m'a tenu la main tandis que je me regardais dans le miroir, des larmes silencieuses coulant sur mon visage tandis que la machine ronronnait et que les derniers vestiges de mon ancien moi tombaient sur le sol. Il m'a dit, « Tu es toujours aussi belle », en embrassant le sommet de mon crâne nu, « et surtout, tu te bats toujours ». Tyler, mon petit guerrier, m'a regardé avec ses grands yeux innocents et a dit, « Maman a l'air d'une super-héroïne maintenant ». À ce moment-là, j'ai essayé de me voir à travers ses yeux, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui se bat. C'est à cette époque que ma mère, Eleanor, a intensifié sa présence dans nos vies. Au début, j'étais sincèrement reconnaissante. Elle venait tous les jours, aidant à s'occuper de Tyler pendant que je restais allongée, incapable de faire autre chose que de lutter contre la nausée. Elle cuisinait, faisait le ménage, emmenait Tyler à l'école. Marc devait travailler 2 fois plus pour couvrir les frais médicaux exorbitants. Son aide était donc indispensable. 6 mois se sont écoulés. La phase la plus intense du traitement était terminée, mais mon corps était loin d'être rétabli. Et mes cheveux? Ils avaient commencé à repousser, mais de façon irrégulière et clairsemée. J'ai décidé de les garder courts, très courts, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus uniformes. J'ai acheté quelques perruques pour les porter en public, plus par confort que par vanité. C'est un dimanche après-midi, lors d'un déjeuner familial chez ma tante, que cela s'est produit pour la première fois. « Lorraine, » dit ma mère, suffisamment fort pour que tout le monde à table l'entende, « tu ressembles à un garçon avec ses cheveux. Je suis sûre d'avoir donné naissance à une fille. » Elle a ri, comme si elle avait fait la blague la plus drôle du monde. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma tante Clara a failli s'étouffer avec son verre. Marc m'a serré la main sous la table. J'ai forcé un sourire, faisant comme si je n'avais pas été touchée par ces mots. « C'est temporaire, maman », ai-je répondu calmement. « Tu le sais. » La conversation s'est poursuivie, mais quelque chose avait changé. Une petite fissure s'était formée, qui allait devenir une fissure profonde au cours des mois suivants. Car ce n'était pas un commentaire isolé. C'est devenu le refrain préféré d'Eleanor. Lors des dîners de famille, des réunions d'église et même des rendez-vous chez le médecin où elle m'accompagnait. « Mon fils-fille », disait-elle en riant. « La dernière fois que j'ai vérifié, j'avais une fille, pas un fils. » Au début, j'ai essayé de prendre cela avec bonne humeur. Puis j'ai commencé à prendre mes distances. J'ai commencé à porter des perruques plus souvent lorsque je savais que j'allais la croiser. Mais cela n'a fait qu'alimenter sa fixation. « Pourquoi cacher ton joli visage derrière ces faux cheveux ?» disait-elle, mais tout ce que j'entendais, c'était « Je préférerais que tu ressembles à un garçon plutôt que de porter quelque chose d'artificiel. » La fissure s'élargissait. Mon médecin m'a expliqué que mes cheveux ne redeviendraient peut-être jamais comme avant. Certains patients sous chimiothérapie subissent des changements permanents dans la texture et la densité de leurs cheveux. Lorsque j'en ai parlé à ma mère, elle a pris une expression dégoûtée. « Tu pourras toujours porter des perruques pour le reste de ta vie », a-t-elle dit d'un ton qui laissait entendre qu'il s'agissait d'une condamnation à perpétuité.
Marc a remarqué à quel point j'étais tendue avant chaque rencontre avec ma mère. Mes yeux cherchaient nerveusement son approbation lorsque j'essayais une nouvelle perruque. Je passais des heures devant le miroir à essayer d'avoir l'air plus féminine, peu importe ce que cela signifiait. « Tu n'as rien à lui prouver », m'a-t-il dit un soir, alors que je pleurais après une nouvelle remarque cruelle. « C'est ma mère, Marc. Elle devrait m'aimer, quelle que soit l'apparence de mes cheveux. »« Oui, elle devrait », a-t-il répondu doucement. Mais l'amour et le respect sont deux choses différentes. Si vous aimez cette histoire de dépassement et que vous êtes curieux de savoir comment j'ai fait face à cette situation avec ma mère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail du dénouement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un jeudi ordinaire. Éléanore était venue nous rendre visite, comme elle le faisait souvent. Je n'avais pas de perruque, comme toujours à la maison, mon sanctuaire, le seul endroit où je pouvais être moi-même sans jugement. Tyler jouait dans le salon, assemblant un nouveau puzzle que Marc lui avait acheté. Il adorait les puzzles, surtout ceux qui représentaient des super-héros. Alors qu'il assemblait les pièces, il a regardé Éléanore, et avec l'innocence d'un enfant de 8 ans, lui a dit « Grand-mère, as-tu vu la perruque verte que papa a achetée à maman? C'est trop cool. Elle peut changer la couleur de ses cheveux comme elle veut. Comme la femme Hulk. » Le visage d'Éléanore se contracte dans un mélange de dégoût et d'irritation. Puis, me regardant droit dans les yeux, comme si Tyler n'était même pas dans la pièce, elle prononça à nouveau ces mots. « Tu as l'air d'un garçon. Je me souviens avoir donné naissance à une fille. » Le temps a semblé se figer à ce moment-là. Tyler regarde sa grand-mère, ses yeux d'enfant s'écarquillent de confusion, puis de compréhension. L'innocence de son visage a cédé la place à quelque chose qui ne devrait jamais se trouver sur le visage d'un enfant de 8 ans, l'indignation. « Maman n'est pas un garçon, dit-il, d'une voix petite mais ferme. Maman est une guerrière. Tu es méchante, mamie. » J'ai ressenti un mélange de fierté et de douleur. Fierté de voir mon fils défendre sa mère. La douleur qu'il ait dû le faire. J'ai dit, « Éléanore », en utilisant délibérément son prénom, « Tu dois partir maintenant. » Elle a eu l'air vraiment surprise. « Lorraine, chérie, ce n'est qu'une blague. Tu es trop sensible. La chimiothérapie a affecté tes hormones, n'est-ce pas? C'est comme si quelque chose s'était brisé en moi. 2 ans de lutte contre le cancer. 2 ans à voir mon corps se transformer. Et pendant tout ce temps, la femme qui était censée me soutenir inconditionnellement était plus préoccupée par l'aspect de mes cheveux. Ce n'est pas une blague, maman. C'est de la cruauté déguisée en humour. Et tu viens de le faire devant mon fils. Alors, s'il te plaît, sors de chez moi. Éléanore commence à rassembler ses affaires, mais au lieu de montrer des remords, elle est visiblement irritée. Tu es si puérile, Lorraine. C'est juste un commentaire sur tes cheveux. Mes cheveux, c'est ma maladie. Ma voix s'est élevée. Mes cheveux sont tombés à cause de la chimiothérapie que j'ai dû subir pour ne pas mourir du cancer. Chaque fois que vous faites un commentaire sur mes cheveux, vous me rappelez tout ce que j'ai enduré. Avant qu'elle ne parte, j'ai dit, d'une voix ferme, « Maman, si tu parles encore une fois de mes cheveux, d'une manière ou d'une autre, je couperai complètement les ponts avec toi. Et tu n'auras plus le droit de voir Tyler. Je suis sérieuse. » Elle s'arrête un instant, mais ne se retourne pas. « Tu ne me ferais pas ça, et ferme la porte. » Ce soir-là, lorsque Marc rentre chez lui, son téléphone vibre de messages d'Éléanore. Astérisque Marc, Lorraine a été très impolie avec moi aujourd'hui. Astérisque elle m'a jeté dehors pour rien. Astérisque c'était juste une blague innocente sur tes cheveux. Astérisque elle a dit qu'elle allait m'empêcher de voir Tyler. Tu ne peux pas laisser faire ça. Marc me regarde, la question est claire dans ses yeux. Elle a dit que je ressemblais à un garçon, ai-je expliqué, devant Tyler cette fois. La prise de conscience est apparue sur son visage, suivie de la colère. Marc acquiesce et tape rapidement sur son téléphone. Je vous dis qu'elle vous doit des excuses sincères et qu'elle ne peut pas revenir ici tant que ce n'est pas le cas. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon jeune frère Paul. Il appelait rarement, alors j'ai tout de suite su qu'Éléanore l'avait contacté. « Lorraine, qu'est-ce qui se passe entre toi et maman ?» demanda-t-il, sans même dire bonjour. J'ai expliqué la situation, les commentaires incessants, l'incident avec Tyler, mon ultimatum. Il m'a répondu, « Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Tu sais comment est maman. Elle a du mal à s'adapter au changement. Elle a cru qu'elle allait te perdre. Ce n'est pas une excuse pour être cruel, Paul.
Ce n'est pas de la cruauté, c'est juste sa façon de faire. Elle a beaucoup aidé Tyler quand tu étais trop malade pour t'occuper de lui. Elle préparait les repas, faisait le ménage. Tu ne peux pas menacer de couper les ponts avec elle à cause de quelques commentaires insensibles. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Il est vrai qu'Eleanor m'avait beaucoup aidé pendant les pires jours de mon traitement. Il y a eu des moments où je pouvais à peine sortir du lit. Mais ce soutien pratique avait-il annulé les dommages émotionnels qu'elle continuait à m'infliger? Je ne veux pas couper les ponts avec elle, ai-je admis. Je veux juste qu'elle arrête de faire des commentaires sur mes cheveux. C'est humiliant. C'est douloureux. Je comprends, dit Paul, mais tu dois te rendre compte qu'elle gère cela à sa manière. Elle a 76 ans, Lorraine. Elle ne va pas changer maintenant. Ces mots me sont restés en tête tout le reste de la journée. Elle ne va pas changer maintenant. Est-ce là le destin des filles? Accepter le comportement toxique des mères parce que c'est leur façon de faire? Ce soir-là, Marc m'a trouvé assise sous le porche. Il s'est assis à côté de moi en silence. Paul pense que j'exagère, finit-il par dire. Il dit que je lui dois plus de patience à cause de tout ce qu'elle a fait pour nous pendant le traitement. Marc réfléchit. La gratitude et le respect doivent aller de pair. Vous pouvez être reconnaissant de son aide sans accepter de lui manquer continuellement de respect. Le lendemain matin, le téléphone sonne. C'était Eleanor. Lorraine, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es si contrariée. Je t'appelle parce que Marc a dit que je ne pouvais pas voir Tyler tant que je ne m'étais pas excusée. Je suis désolée si tu as été blessée. Mais tu sais que ce n'était pas mon intention. Ce n'était pas une excuse. C'était une justification. Maman, tu comprends pourquoi tes commentaires sont blessants. Ce ne sont que des blagues, Lorraine. Depuis quand es-tu devenue si sensible? Ce ne sont pas des blagues quand elles sont répétées après que je t'ai demandé d'arrêter. Cela s'appelle de la moquerie. Eh bien, si tu vas être si dramatique, peut-être que je ne devrais pas te rendre visite pendant un certain temps. Il est clair que tu es encore très sensible à la chimiothérapie. Et c'est reparti. La chimiothérapie utilisée contre moi, comme si ma vulnérabilité était une faiblesse. C'est peut-être mieux ainsi, répondis-je d'une voix calme. Lorsque vous serez prête à reconnaître l'impact de vos commentaires et à promettre d'y mettre fin, nous pourrons revenir sur cette conversation. Elle a raccroché sans dire au revoir. Cet après-midi-là, le téléphone a de nouveau sonné. C'était Paul, sa voix était tendue et accusatrice. Que as-tu dit à maman? Elle est inconsolable. Inconsolable. Pourquoi? Parce que j'ai enfin posé des limites. Les mots sont sortis brusquement, mais l'épuisement de cette bataille émotionnelle me consumait. Tu sais à quel point elle est sensible, insiste Paul. Elle pleure depuis des heures, elle te dit que tu ne l'aimes plus, que tu la rejettes après tout ce qu'elle a fait pour toi. Paul, ça fait presque 2 ans qu'elle se moque de mes cheveux. Devant la famille, les amis, l'église. Et maintenant devant mon fils. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ce ne sont que des cheveux, Lorraine, soupire-t-il, ils repousseront. Cela ne vaut pas la peine de détruire ta relation avec notre mère. Cette remarque a allumé quelque chose en moi. Ce ne sont que des cheveux? C'est juste des cheveux? Ma voix tremblait. Ma voix a tremblé. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie pour une femme de perdre tous ses cheveux? De voir son reflet et de se reconnaître à peine? Et de voir sa propre mère se moquer de soi encore et encore? Après cette conversation avec Paul, 2 jours se sont écoulés sans nouvelles. Le 3e jour, on a sonné à la porte. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé ma mère debout, tenant un sac de cadeaux. Lorraine, dit-elle en essayant de sourire. Je peux entrer. J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. Elle est entrée et s'est assise avec raideur sur le canapé. Je t'ai apporté quelque chose. Elle m'a tendu le sac. Je l'ai pris avec précaution et j'ai regardé à l'intérieur. C'était une perruque. Une perruque blonde, longue et ondulée, comme l'étaient mes cheveux avant le cancer. J'ai pensé que cela te plairait. Pour te sentir plus comme, tu sais, comme tu étais avant. Avant. J'ai regardé la perruque, puis ma mère, incapable d'exprimer les émotions contradictoires qui m'envahissaient. Maman, tu comprends pourquoi j'ai été bouleversée par tes commentaires. Elle a détourné le regard. Parce que tu es sensible à tes cheveux. C'est pourquoi j'ai apporté la perruque. Pour que tu n'aies pas à ressembler à ça. Et voilà. Elle n'avait rien compris. La perruque n'était pas une excuse.
C'était une solution à ce qu'elle percevait comme « mon problème ». Non, maman. J'étais contrariée parce que tu as été constamment cruelle à propos de quelque chose qui m'est arrivé à cause d'une maladie qui a failli me tuer. Je n'ai pas été cruelle, proteste-t-elle. Je ne faisais qu'observer. Vous avez dit, à plusieurs reprises, que je ressemblais à un garçon. En quoi ce n'est pas cruel? C'était juste une blague. Tu avais l'habitude de rire aux blagues avant. Quand quelqu'un dit quelque chose qui te blesse et que tu continues à le faire, ce n'est plus une blague. C'est de la cruauté délibérée. Eleanor a l'air vraiment confuse. Lorraine, tu exagères. Je suis ta mère. Les mères se moquent parfois de leurs filles. C'est normal. Ce n'est pas normal de se moquer de quelqu'un à cause des effets secondaires de son traitement contre le cancer. Eh bien, soupire-t-elle dramatiquement, il semble que rien de ce que je fais n'est assez bien pour toi. J'ai acheté cette perruque hors de prix. J'ai fait tout ce chemin. J'essaie de me racheter. La manipulation était si transparente que j'ai failli rire. Maman, tu n'es pas là pour te réconcilier. Tu es là pour me dire que c'est bon, que tu peux continuer à me traiter comme ça. Comment peux-tu parler ainsi à ta propre mère? Après tout ce que j'ai fait pour toi pendant ton traitement? Et je t'en suis éternellement reconnaissante. Mais la gratitude ne signifie pas que je doive accepter de continuer à être maltraitée. Maltraitance? Elle a pratiquement craché le mot. Comment osez-vous? Alors comment appellerais-tu le fait de faire des commentaires dégradants sur mon apparence, surtout après que je t'ai demandé d'arrêter? Pendant un bref instant, j'ai cru voir une étincelle de reconnaissance dans ses yeux. Mais elle les a refermés. Je ne suis pas venue ici pour me faire attaquer, dit-elle en se levant. Manifestement, vous n'êtes pas prêt à laisser tomber. Je ne vous demande pas d'oublier. Je vous demande de reconnaître l'impact de vos paroles, de vous excuser sincèrement et d'arrêter de faire des commentaires. Je me suis déjà excusée, s'exclame-t-elle. Non, vous avez dit, je suis désolée si vous avez été blessée. Ce n'est pas une excuse. Eleanor ramasse son sac. Eh bien, il semble que je ne puisse rien faire pour vous satisfaire. J'aurais pu céder à ce moment-là, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais j'ai pensé à Tyler. Maman, tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de mes cheveux? Elle s'est figée, la main sur la poignée de la porte. Tu ne ferais pas ça. Si tu ne peux pas respecter cette simple limite, alors oui, je le ferai. Choisirais-tu tes cheveux plutôt que ta propre mère? Je ne choisis pas mes cheveux plutôt que toi. Je choisis ma dignité, mon bien-être émotionnel et l'exemple que je veux donner à mon fils. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment. Tu le regretteras, a-t-elle dit avant de partir. Quand je ne serai plus là, tu le regretteras. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était encore Paul. Qu'est-ce que tu as fait? Maman est dévastée. J'ai expliqué calmement ce qui s'était passé, y compris la perruque. Elle essayait d'aider, s'est défendu Paul. C'était un geste gentil. Un geste gentil aurait été des excuses sincères. Après un long silence, Paul a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre de sa bouche. Peut-être que tu as raison. La surprise me laisse momentanément sans voix. Je ne suis pas d'accord pour que tu coupes les ponts, a-t-il poursuivi, mais je suis d'accord pour qu'elle arrête de faire des commentaires. Ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Je lui parlerai, a-t-il promis. Je ferai de mon mieux pour qu'elle comprenne. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message inattendu d'Eleanor. Astérisque Lorraine, j'aimerais te parler. Puis-je t'appeler plus tard? J'ai répondu par un simple « oui ». Lorsque le téléphone a sonné ce soir-là, j'ai répondu, le cœur battant. Lorraine. La voix de ma mère était différente. Plus douce, peut-être même un peu moins sûre d'elle. Bonjour, maman. Il y a eu une pause, puis elle a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Je suis désolée. Vraiment. Pour ce que j'ai dit à propos de tes cheveux. Je n'ai pas réalisé à quel point cela te blessait. Ces mots m'ont complètement prise au dépourvu. J'ai senti des larmes se former. Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi. Paul m'a montré des articles sur les survivants du cancer et la relation avec l'image corporelle, a-t-elle poursuivi. Je ne pense pas l'avoir jamais vraiment compris. Et je te promets de ne plus faire de commentaires sur tes cheveux, a-t-elle ajouté. Plus jamais. Est-ce que je peux vous voir,
Tyler et toi, ce week-end. Oui, nous aimerions bien. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas pu retenir mes larmes de soulagement. Mark m'avait trouvée comme ça, assise dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il demandé, inquiet. Ma mère s'est excusée, dis-je simplement. Elle s'est vraiment excusée. Il a souri et m'a serré la main. Tu as fixé une limite et elle l'a respectée. Je suis fière de toi. Moi aussi, ai-je dit doucement. Je suis fière de moi. Le déjeuner de réconciliation du week-end suivant fut, comme prévu, un peu inconfortable au début. Tyler, sentant la tension, est resté silencieux, observant sa grand-mère et sa mère d'un œil curieux. Mark, toujours protecteur, restait vigilant, prêt à intervenir si nécessaire. Eleanor arriva avec un bouquet de fleurs, délices, mes préférées. Un petit geste qui, contrairement à la perruque, montrait qu'elle avait vraiment pensé à moi, et pas seulement à ce qu'elle pensait que je devais être. Tu as l'air. Super, Lorraine, dit-elle en entrant, évitant manifestement de parler de mes cheveux, que j'avais laissés découverts sans perruque. Merci, maman, répondis-je en acceptant les fleurs et l'effort sincère qu'elle faisait. Le déjeuner se déroula lentement, avec des conversations superficielles sur le temps, l'école de Tyler, le travail de Mark. Nous évitions l'éléphant dans la pièce, cette nouvelle dynamique entre nous, jusqu'à ce que Tyler brise la tension par inadvertance. Grand-mère, savais-tu que maman est la plus forte du monde? Elle a vaincu le cancer, proclame-t-il en grignotant son sandwich. Eleanor me regarde, les yeux légèrement humides. Oui, Tyler. Ta mère est vraiment très forte. C'était un petit moment, mais il était significatif. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma mère me voyait vraiment, non pas comme une extension d'elle-même, non pas comme une fille qui devait s'adapter à ces normes démodées de féminité, mais comme une femme qui avait affronté quelque chose de terrible et qui avait survécu. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué des changements subtils chez Eleanor. Elle me posait des questions sur mon bien-être sans faire référence à mon apparence. Lorsque je portais des perruques, elle me faisait des compliments sincères sans mentionner mes cheveux naturels. Lorsque je n'avais pas de perruque, elle ne faisait aucun commentaire, et ce silence était réconfortant. Un jour, environ un mois après notre réconciliation, Eleanor m'a surprise en se présentant avec des cheveux beaucoup plus courts. J'ai décidé de changer un peu, dit-elle en passant sa main dans les nouvelles mèches courtes. Le coiffeur a dit que cela convenait à mon visage. J'ai souri, reconnaissant le geste pour ce qu'il était, une forme de solidarité, peut-être même une demande permanente de pardon. Lors d'une visite à ma tante Clara, celle-là même qui avait été témoin de l'un des premiers commentaires cruels d'Eleanor, quelque chose de remarquable s'est produit. Clara, qui n'était pas au courant de la nouvelle dynamique entre ma mère et moi, a fait un commentaire sur le fait que j'avais enfin l'air d'une femme à nouveau, maintenant que mes cheveux avaient poussé. Avant que je ne puisse répondre, Eleanor est intervenue. Clara, Lorraine a toujours eu l'air d'être ce qu'elle est, une femme forte et belle, quelle que soit la longueur de ses cheveux. L'air choqué de Clara a rapidement été remplacé par de la compréhension. Ma mère ne se contentait pas de respecter mes limites, elle les défendait activement. Le jour de l'anniversaire de Tyler, 6 mois après notre confrontation, ma mère m'a remis une enveloppe pendant que les enfants jouaient à des jeux. À l'intérieur se trouvait un don important fait en mon nom à une organisation qui fournit des perruques aux patients atteints de cancer, ainsi qu'une carte. Astérisque Lorraine, j'apprends chaque jour à être une meilleure mère, même à 76 ans. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Love, Mom. Astérisque. Ce voyage m'a appris quelque chose de profond sur la fixation de limites. Il ne s'agissait pas de punir ma mère ou d'ignorer tout ce qu'elle avait fait pour moi pendant ma maladie. Il s'agissait de lui apprendre, et de m'apprendre à moi-même, qu'un amour sans respect n'est pas un véritable amour. Paul, étonnamment, est devenu un allié dans ce processus. Il m'a avoué qu'il n'avait jamais confronté notre mère parce qu'il n'avait jamais eu à le faire. Elle ne l'avait jamais critiqué comme elle l'avait fait avec moi. Cette reconnaissance de son propre privilège au sein de la dynamique familiale a constitué une étape importante pour notre relation en tant que frères. Je pense qu'il a toujours été plus facile pour moi de défendre ma mère que d'admettre qu'elle te traitait différemment, a-t-il admis autour d'un café. Différent? Tu veux dire pire, ai-je corrigé gentiment. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. Avec le temps, mes cheveux ont repoussé, différents d'avant, plus fins à certains endroits, avec des trous qui ne se sont jamais complètement comblés. Mais j'ai cessé de m'en préoccuper. Parfois je porte des perruques, parfois non, en fonction de mon humeur et non de la peur des commentaires ou du jugement. Et ma mère?
Elle n'a jamais fait un seul commentaire sur mes cheveux. Pas même un compliment. Elle respecte totalement la limite que j'ai fixée. Notre relation, bien que toujours en reconstruction, est devenue plus authentique, basée sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes tacites et des rôles familiaux rigides. Tyler a appris une leçon importante sur la dignité et le respect de soi. Il a vu sa mère se défendre, fixer des limites saines, et surtout, il a vu que l'amour véritable peut survivre à des confrontations difficiles. Mark, mon pilier tout au long de cette aventure, m'a dit quelque chose que je chérirai à jamais. Tu t'es battu contre le cancer aussi durement que tu t'es battu pour ton respect. Je ne sais pas quelle bataille était la plus importante, mais je sais que tu as gagné les deux. Avec le recul, je ne regrette pas l'ultimatum que j'ai posé à ma mère. C'était un moment décisif, où j'ai choisi ma dignité plutôt que le confort de garder les choses telles qu'elles étaient. C'est le moment où j'ai appris à moi-même, à ma mère et à mon fils que l'amour sans respect n'est qu'un contrôle déguisé en intérêt. Parfois, les gens nous interrogent sur mon histoire de cancer, s'attendant à entendre parler de traitements médicaux, d'opérations chirurgicales et de statistiques. Mais pour moi, la véritable histoire a toujours été quelque chose de plus profond. Comment le cancer a mis à l'épreuve non seulement mon corps, mais aussi toutes les relations de ma vie. Certaines personnes se sont retirées, incapables de faire face à la réalité de la maladie. D'autres m'ont tendu la main, m'offrant un soutien que je n'oublierai jamais. D'autres encore, comme ma mère, ont dû apprendre à me soutenir réellement, non seulement de la manière qu'ils jugeaient appropriée, mais aussi de la manière dont j'avais vraiment besoin. Aujourd'hui, 2 ans et demi après le diagnostic, je suis officiellement considérée comme étant en rémission. Mon corps porte des cicatrices, mes cheveux ne redeviendront jamais exactement comme avant, mais je porte quelque chose de bien plus précieux, la certitude que je mérite le respect, même, et surtout, de la part des personnes que j'aime le plus. Si cette histoire vous a appris quelque chose, j'espère que c'est ceci. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour de soi nécessaire pour des relations vraiment saines. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre aux gens à vous aimer de la bonne manière. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez voir d'autres contenus sur la manière de dépasser et de fixer des limites saines dans les relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twist & Revenge. Votre abonnement nous permet de continuer à partager des histoires qui peuvent inspirer d'autres personnes à trouver leur propre voie et à défendre leurs valeurs.